Bonsoir et bienvenue à vous en direct sur Public Sénat. Voici les titres du 22h ce soir. Y a-t-il encore une majorité après cette folle journée politique? Le recours à l'arme ultime, le 49-3, pourrait marquer un tournant dans le quinquennat. La responsabilité du gouvernement est engagée sur la loi Macron. Ce recours a déclenché une bronca au sein des frondeurs à gauche et puis à droite. Analyse et débat ce soir autour des conséquences politiques de cette annonce et plus largement nous parlerons des blocages dans notre société. Encore un rebondissement dans l'affaire Tapie Adidas avec l'invalidation par la Cour d'appel de l'arbitrage qui a permis à l'homme d'affaires de toucher 403 millions d'euros. Ce sont 20 années de procédures qui vont être réexaminées et c'est une très mauvaise nouvelle pour Bernard Tapie qui va former un pourvoi en cassation. Un nouveau procès s'ouvrira en septembre. Les explications dans ce journal. Dominique Strauss-Kahn sur la voie de la relaxe pour le procureur de Lille. DSK n'est pas un proxénète. Il n'y a pas assez de preuves pour condamner l'ancien patron du FMI. Un an ferme a en revanche été requis à l'encontre de Dodo, la Saumure. Les éléments à suivre. La République sera plus forte que la haine. François Hollande a insisté aujourd'hui sur la gravité des faits à Sarre-Union dans le Bas-Rhin après la profanation du cimetière juif. Les gardes à vue des mineurs ont été prolongés de 24 heures, a précisé le parquet de Saverne. Voilà pour le programme de votre 22h. Merci d'être en notre compagnie ce soir. C'est une décision qui pourrait marquer un tournant dans le quinquennat. Le gouvernement passe en force pour contourner les oppositions à la loi Macron. Le recours à l'article 49.3 a fait bondir les frondeurs à gauche et puis la droite. Ce soir, l'exécutif monte au créneau pour justifier cette décision. On écoute le Premier ministre et le ministre de l'Économie, respectivement invités du 20h de TF1 et de France 2. Dans le moment que nous connaissons, c'est le message des Français depuis plusieurs semaines. Soyez à la hauteur. Bien sûr, d'abord pour lutter contre le terrorisme, pour faire vivre nos valeurs, la laïcité, pour trouver une place à l'islam dans notre société, pour redonner espoir à la jeunesse. C'est ça ce qu'on nous demande. Et en même temps, occupez-vous des vrais problèmes des Français. Leur sécurité, mais aussi le chômage, l'emploi des jeunes, l'économie, la vie des entreprises. Et vous croyez qu'un seul instant, moi, je vais perdre du temps avec ceux qui ont d'autres objectifs qui n'ont rien à voir avec l'intérêt général? Ce gouvernement a une assise, il a pris aujourd'hui ses responsabilités, puisque c'est de cela dont il s'agit. L'article 49.3, il est prévu par notre Constitution. Il a été utilisé des dizaines de fois par des gouvernements précédents. Il y a longtemps. Celui de Michel Rocard, par exemple. Des grandes réformes comme la CSG sont passées par le 49.3. Il y a un gouvernement face à la réalité économique de ce pays. Et il a pris aujourd'hui ses responsabilités. La majorité, vous verrez, elle sera au rendez-vous jeudi soir pour rejeter la motion de censure. Et l'arbitrage a été pris au dernier moment, vers 16h15. Cet après-midi, les derniers comptages opérés par l'exécutif faisaient état d'une majorité d'une demi-douzaine de voix sur la loi Macron. Mais l'Élysée et Matignon ont préféré jouer la sécurité en engageant donc la responsabilité du gouvernement avec le recours au 49.3. Retour sur une folle journée avec Julie Hulin. Le suspense aura été total jusqu'au bout. Et le gouvernement a finalement décidé de passer en force. 15h30, une demi-heure avant le vote prévu, Manuel Valls annonce le recours à l'article 49.3. Un article qui permet au gouvernement d'engager sa responsabilité sur un texte sans qu'il y ait de vote. La raison invoquée, l'intérêt des Français et une majorité aucunement garantie. Dès la fin de matinée, le doute s'était installé. Au cours de la réunion du groupe socialiste, le Premier ministre affirme qu'au moment où il parle, la loi ne passe pas. Dramatisation ou vrai risque de minorité? Quelques heures plus tard, le doute persiste. Un conseil des ministres extraordinaire est organisé en urgence à l'Élysée. La décision est sans doute déjà prise. Mais à l'Assemblée, Emmanuel Macron se lance dans une ultime tribune à l'attention des frondeurs. Ceux qui ne veulent pas changer le pays, ceux qui préfèrent dire que tout va bien, ceux qui préfèrent dire on ne fait pas assez parce que vous ne l'avez pas fait, nous ne voulons rien faire, mais nous avancerons. Pour avancer, le gouvernement a donc décidé de passer en force. C'est un tournant probablement parce que cela veut dire que la ligne politique qui est mise en œuvre depuis maintenant de longs mois
finalement a contribué à rétrécir la majorité de gauche. Et aujourd'hui, celle-ci n'est plus suffisante pour continuer d'appliquer une politique sociale libérale qui n'est pas celle que nous avions présentée aux Français en 2012. Mais moi, je suis pour que le gouvernement avance, fasse les choses pour sortir le pays de la situation où il est. C'était l'objectif, l'un des objectifs de la loi Macron. Et le Premier ministre a entièrement raison de faire appel au 49.3. Alors qu'il est, le débat est suspendu en attendant la motion de censure annoncée par le président du groupe UMP. À l'issue du vote jeudi soir, le texte sera adopté ou Manuel Valls contraint à démissionner. Et les réactions à droite comme à gauche sont très nombreuses. Le patron de l'UMP, Nicolas Sarkozy, estime qu'il n'y a plus ni majorité ni gouvernement. Jean-Luc Mélenchon, de son côté, parle d'un constat de décès de la majorité. On écoute quelques réactions. C'est un aveu d'impuissance qui n'est pas uniquement sur la loi Macron, c'est l'échec de toute la politique économique tenue par le gouvernement. Et cette image de désordre n'est pas rassurante pour les Français. Je crois que c'est un terrible aveu d'échec pour ce gouvernement. Il aurait dû en tirer la conclusion nécessaire quand on est démocrate. C'est évidemment de revenir aux urnes, de dissoudre l'Assemblée. Je pense qu'au fond, Manuel Valls a considéré qu'il ne pouvait pas supporter de faire passer un texte avec des voix de droite et du centre. C'est franchement triste qu'on soit conditionné à ce point dans notre pays. Voilà, et à suivre dans quelques instants le grand débat du mardi, consacré ce soir à cette actualité politique. Quelles conséquences pour le gouvernement et la majorité après ce recours au 49.3? Et plus largement, on parlera des blocages dans notre société avec nos invités ce soir. Jean-Paul Delevoye, c'est le président du Conseil économique, social et environnemental. Marie-Noëlle Lienemann, elle est sénatrice socialiste. Le directeur de l'hebdomadaire Le Point et notre chroniqueur Jean-Louis Gombault. Mais d'abord, dans l'actualité aujourd'hui, les paroles de François Hollande à Sarre-Union dans le Bas-Rhin. La République sera plus forte que la haine. Le chef de l'État a insisté aujourd'hui sur la gravité des faits après la profanation du cimetière juif. Les gardes à vue des mineurs ont été prolongés de 24 heures, a précisé le parquet de Saverne. On va écouter le chef de l'État lors de la cérémonie organisée dans le cimetière juif. Profaner, c'est insulter toutes les religions. Et c'est souiller la République. La justice dira ce qui relève de l'inconscience, de l'ignorance ou de l'intolérance. Mais le mal est d'ores et déjà fait. Et dans ce contexte, des initiatives se multiplient sur le terrain pour entretenir la cohésion et développer le dialogue entre les différentes confessions. C'était le cas, par exemple, aujourd'hui à Montreuil, où un imam et un rabbin sont allés à la rencontre de la population. Nathalie Guilloire. Un rabbin et un imam côte à côte à travers les rues de Montreuil pour faciliter le dialogue interreligieux. Pas de cravate ni de costume, mais avec le même t-shirt et le même message de paix, ils vont à la rencontre des habitants. Tract à la main, l'équipe est prête. L'imam Azizi et le rabbin Serfati font preuve de pédagogie pour montrer qu'un juif et un musulman peuvent parler d'une seule voix. Moi aujourd'hui tu as fait une BA, une bonne action. Alors ça il faut le répéter partout, à tous les musulmans. Ouais, c'est la première fois qu'on voit un juif et un musulman venir nous parler, nous dire que voilà quoi, qu'on est ensemble, faut pas faire voilà, qu'il n'y ait pas de problème entre nous, entre juifs et musulmans, donc c'est bien. C'est bien. La religion, un sujet sensible, il faut savoir peser ses mots. J'ai pas fini ma phrase. Vous m'avez dit que les musulmans... Oui, mais je vais finir ma phrase. Je vais finir ma phrase. Les musulmans... Non, on cherche la paix. Dans les religions musulmanes, écoutez-moi mon frère. On cherche toujours la paix. 10 ans que ces deux hommes traversent la France, les quartiers, dans un bus pour délivrer leur message. Et ils y croient toujours. De quelque confession qu'elle soit, juif, chrétien, agnostique, athée ou autre. Parce que on est obligé d'être sous la coupe de la laïcité et de rejeter le discours de la haine. Et dans le contexte des attentats, leur parole est de plus en plus importante. Il est devenu urgent d'aller à la rencontre des musulmans pour les interroger, leur dire faites attention, un acte antisémite c'est un délit. Il faut dire autour de vous que juifs et musulmans doivent apprendre à vivre ensemble.
Au pied de cette mosquée, l'accueil des croyants est chaleureux, mais ces responsables religieux sont conscients que seuls ils n'arriveront pas à changer les mentalités. La suite du 22h, dans un instant, c'est le grand débat du mardi consacré ce soir à l'actualité politique. Après le recours à l'article 49.3 sur le projet de loi Macron, la classe politique, vous le savez, a réagi vivement. On va en débattre juste après le tour de l'info. En France et dans le monde, il est préparé ce soir par Agathe Pécastin. C'était au tour du procureur de faire son réquisitoire dans le procès du Carlton. Le ministère public requiert la relaxe pour l'ancien patron du FMI, Dominique Strauss-Kahn. L'infraction de proxénétisme n'est selon lui pas avérée. Une plaidoirie qui s'inscrit dans la continuité du non-lieu déjà requis par le parquet. Du côté des autres prévenus, comme celui de Dodo la Saumure, le magistrat se montre moins clément. Un an ferme. Même si je suis condamné à un mois avec sursis, je fais appel. C'est un combat, il n'y a pas de raison. J'estime, j'ai même la conviction que je n'ai fait rien de répréhensif, ni en France ni en Belgique. Recevable, c'est le jugement rendu par la Cour d'appel de Paris sur la révision de l'arbitrage de Bernard Tapie. En 2008, l'homme d'affaires avait touché 403 millions d'euros dans le cadre de son litige avec le Crédit Lyonnais. Mais aujourd'hui, les magistrats admettent que l'arbitrage est frauduleux. Un nouveau procès aura donc lieu en septembre prochain. Le Premier ministre grec met en marche ses promesses de campagne, et ce, malgré l'ultimatum de la zone euro. Alexis Tsipras fait appel au vote du Parlement sur des mesures qui vont à l'encontre du programme d'aide européen proposé hier par l'Eurogroupe à Athènes. La Grèce n'accepte pas les conditions et n'accepte pas les ultimatums. Elle négocie comme n'importe quel homologue en Europe. Une course contre la montre commence. Le plan d'aide court encore jusqu'au 28 février prochain. Debaltseve est toujours le théâtre de violents combats. L'armée ukrainienne a reconnu avoir encerclé cette ville de l'est du pays, passée aux mains des indépendantistes pro-russes. Sur place, les observateurs européens chargés de surveiller le cessez-le-feu n'ont pas pu accéder à la zone. Et on termine avec le dessin du jour signé Rançon pour Le Parisien. Le dessinateur s'amuse du match parlementaire de la loi Macron. C'est l'arme ultime, le 49.3, l'article permettant d'adopter un texte sans vote. Manuel Valls l'a annoncé cet après-midi. La responsabilité du gouvernement est donc engagée sur la loi Macron. Ce recours a déclenché une bronca au sein des frondeurs, à gauche et puis à droite également. Ce soir, le Premier ministre appelle à plus de hauteur et affirme qu'il a agi dans l'intérêt général. Analyse et débat dans le 22h autour des conséquences politiques de cette annonce. Et plus largement, nous parlerons aussi des blocages dans notre société avec nos invités ce soir. Marie-Noëlle Lienemann, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue, sénatrice socialiste de Paris. Vous êtes opposée au gouvernement sur ce texte. Nous accompagne également Jean-Paul Delevoye. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président du Conseil économique, social et environnemental. Merci d'être avec nous. Et avec nous également ce soir, Étienne Gernal. Bonsoir. Bonsoir. Directeur de l'hebdomadaire Point. Et notre chroniqueur économique, Jean-Louis Gombault. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir Sonia. Alors messieurs, madame, l'annonce de l'adoption de la loi Macron sans vote a provoqué de très vives réactions, à droite comme à gauche. D'abord sur l'annonce elle-même, Manuel Valls justifie ce soir cette décision dans l'intérêt du pays. Soyons à la hauteur, a-t-il lancé. Chez les frondeurs et à droite, on parle d'un aveu de faiblesse. Jean-Paul Delevoye, vous travaillez au sein du Conseil économique et social sur notre société, les besoins de réforme. D'abord, comment vous analysez politiquement cette décision aujourd'hui ? C'était quasiment une situation qui était annoncée depuis déjà très longtemps, puisque moi je ne cesse de dire que nous n'avons plus affaire à des majorités de conviction, mais des majorités qui rassemblent des hommes et des femmes qui, pour la conquête du pouvoir, et on avait une offre politique au moment des dernières présidentielles, à droite comme à gauche d'ailleurs, qui se sont rassemblés alors qu'ils ne partageaient pas du tout les mêmes convictions. Donc là on arrive à une heure de vérité, sur des débats de fond dont il faut accepter qu'il y ait des différences, mais la logique, si les hommes et les femmes savaient à droite ne pas anticiper ce qui va se passer en 2017. C'est-à-dire qu'en 2017, pour la première fois, tout le monde anticipe le fait que Marine Le Pen sera au second tour, et donc il faut gagner l'élection présidentielle au premier tour. Et donc on voit bien que la droite cherche à se droitiser, et la gauche cherche à aller vers un peu à la gauche. Et on est dans un jeu politique qui est en train de se décaler par rapport à l'opinion, qui regarde ça de façon totalement ahurie, en disant mais ils sont normalement chargés de se battre pour la France,
Où sont les convictions sur lesquelles je pourrais fonder ma responsabilité et mon engagement? Et je suis en train de voir un jeu et un théâtre politicien qui est aujourd'hui extrêmement préoccupant. Et donc, le fait que le gouvernement a jusqu'au bout de sa logique, il croit à sa loi, il croit qu'elle va, il a raison ou il a tort, il a raison de poser la question de fond, mais normalement, des hommes de droite auraient dû voter cette loi Macron, des hommes de gauche auraient dû ne pas la voter, et on assiste à un jeu de blocage, bloc contre bloc, qui est aujourd'hui un jeu de stratégie politicienne à court terme, et je pense que les citoyens vont commencer à se révolter par rapport à cette attitude, au moment où le pays, sur l'échelle internationale, on est en train de montrer que ce pays a des tas d'atouts, et je peux vous dire que moi qui reçois beaucoup d'observateurs internationaux, ils sont étonnés par la situation de la France, en disant « mais qu'est-ce qui se passe en France? Pourquoi avez-vous un tel talent à gâcher vos capacités et vos potentiels de croissance ?» Et c'est la raison pour laquelle, au CESE, nous avons, regardez, pendant ce temps-là, Monsieur le Premier ministre est venu entendre 6 mois de négociations sur les intermittents du spectacle, pas de bruit, pas de médiatisation. C'est un exemple, selon vous, d'une évidemment, méthode qui marche. voilà. Alors là, apparemment, pas de ça marche. résultat. Il y a plusieurs éléments dans votre discours. Je vais faire réagir sur un point d'abord, Marie-Noëlle Lienemann. Jean-Paul Delevoye dit « c'est l'heure de vérité, assez du jeu politique ». Vous, Marie-Noëlle Lienemann, vous, et puis à gauche, etc., vous n'êtes pas pour cette loi. Mais je voulais vous demander, est-ce que pour la motion justement de censure, vous irez jusqu'au bout? Est-ce que justement, parce que vous n'êtes pas d'accord avec la politique du gouvernement, ben vous dites ça suffit? Non, mais quand on vote une motion de censure, il faut savoir quelle autre majorité on est capable de présenter. Nous ne souhaitons pas que la gauche soit affaiblie pour donner le pouvoir à la droite qui ferait une politique que nous désapprouvons. Tous les signes de ce qu'elle propose, nous le désapprouvons. Donc nous avons mis en alerte le Premier ministre et le Président depuis très longtemps maintenant, notamment sur la fameuse loi Macron. Bien avant qu'on ait même les textes qui sortent du Conseil des ministres en disant... ça va fracasser la gauche parce que ça nous éloigne des engagements que nous avons pris devant nos concitoyens. Ce n'est pas la stratégie de changement qu'on avait prévue. Donc, on lui a demandé de ne pas aller au bout. Manuel Valls a cru qu'il pouvait faire les coups de menton et, au nom de l'autorité, imposer une stratégie qui manifestement n'était ni celle... Au nom de l'intérêt général, vous êtes... Non, mais l'intérêt général, je m'excuse, mais il n'a pas le monopole de l'intérêt général. Vous pensez bien que nous, on ne fait pas ça autrement que pour l'intérêt général. Et parce que nous pensons que ce qu'on a présenté, la stratégie de changement qu'on a présentée en 2012, elle portait une certaine vision de l'intérêt général qui nous paraissait capable de sortir la France de la crise. Après, on peut dire que ce n'est pas le bon choix, on peut être de droite et penser qu'il y en a un autre. Mais en tout cas, c'est ça qu'on a dit aux Français. Et la première chose en démocratie, c'est de se présenter sur ses convictions, sur des propositions. Donc vous estimez être dans la œuvre. cohérence de votre côté, mais qu'est-ce que vous pensez de ce qu'a dit Jean-Paul Delevoye sur le spectacle qui est offert malgré tout nous regrettons parce que je prends un exemple du travail du dimanche. On nous dit, le président avait dit, pour moi la priorité c'est la négociation sociale. Pourquoi, après le rapport de Jean-Paul Bailly, ne pas avoir pris au CESE, pourquoi ne pas avoir pris le temps de la négociation sociale? Or, on nous dit qu'il faut faire sur certains sujets, c'est que la négociation sociale, et sur d'autres, ça n'est pas la négociation sociale. Quand on a les privatisations... Il y a eu des centaines d'heures de débat sur ce texte. Ah bah, mais vous pouvez débattre pendant des heures sur des broutilles et rester sur... je ne dis pas qu'il y a eu des choses inintéressantes, mais il n'a discuté qu'avec les gens d'accord avec lui. Alors ça, c'est intéressant, Étienne Gersel. C'est la méthode également du gouvernement. Jean-Paul Delevoye dit, ben voilà, il a cité un exemple, ça s'est passé au Conseil économique, social et environnemental, ça a marché. Le gouvernement base toute sa politique sur une méthode de dialogue social. Pourquoi là, alors qu'il y a eu des centaines d'heures de débat, ça n'a pas marché et où est-ce que le gouvernement a péché? Je crois qu'il y a une question de principe. Il y a toute une partie de la gauche du Parti socialiste qui ne voulait pas voter cette loi parce que politiquement ça ne lui va pas, parce qu'il y a des symboles qui ne vont pas, parce que tout est symbolique dans cette loi. C'est quand même pas la loi du siècle. Tout le monde le sait, le président l'a dit, tout le monde le sait. Ce sont les petites choses. C'est un débat, pour le coup, de fond qui est intéressant, mais qui est beaucoup sur les questions de principe, entre deux gauches, entre la gauche social-démocrate, on va dire, et puis la gauche qui est plus à gauche... Vous l'appelez comme vous voulez, c'est exactement pareil. Le vrai problème dans cette affaire, je suis désolé, il n'est pas à gauche, parce que finalement ce débat-là, il est plutôt sain. C'est plutôt bien qu'il y ait ce débat-là. Il y a des gens qui pensent... il est où alors Non, le problème, il est à droite. Mais attendez, c'est lamentable. C'est quand même un jour de honte pour l'UMP. La moitié, au moins les 3/4 des députés UMP pensent que ce qui est à l'intérieur de cette loi, c'est bien. Ils le pensent tous, ils le disent en privé, etc. Ils le pensent tous. C'est ce qu'ils auraient dû faire d'ailleurs
sous Nicolas Sarkozy et qu'ils n'ont pas eu le courage de faire. Alors c'est une petite partie des choses. Et là, par cynisme, ils votent, enfin ils n'ont pas voté parce qu'il n'y a pas eu de vote, mais ils ont annoncé qu'ils allaient voter contre cette loi. C'est un vrai problème de cynisme en politique. Et en particulier, il faut bien voir l'action de Nicolas Sarkozy qui a tout verrouillé dans le parti, de manière à ce que... Alors, vous savez, il y a eu des velléités, hein. Fillon, Juppé, ils étaient un peu comme ça, ils tremblotaient, ils hésitaient, etc. Et finalement, ils se sont un peu déballonnés devant Sarkozy. Et là, il y a une vraie question à l'UMP, c'est comment est-ce qu'on peut croire que l'UMP, si elle revenait au pouvoir, réformerait la France, dans la mesure où ils n'ont pas été capables, pour l'intérêt général et par sens de l'État, de voter une loi qui, même si elle était présentée par des socialistes, oui, il y a la question à droite. À leur il y a la question également de la majorité ce soir. On va en parler. Je vais laisser réagir dans un instant Jean-Louis Goumbaud sur ce qui est contenu également dans cette loi pour qu'on l'explique aux téléspectateurs. Jean-Paul Delevoye, c'est ce que vient de dire Étienne Viernal. C'est vrai, cette loi Macron, on peut dire qu'elle est l'enfant un petit peu de la commission Jacques Attali qui a été mise en place par Nicolas Sarkozy. Tout ça, ça peut être un petit peu... Qui était d'ailleurs piloté par Emmanuel Macron. C'est lui qui a rédigé le rapport. Ben voilà. Lui, il est cohérent avec lui-même. Ah ben voilà, mais nous aussi, sauf qu'on n'a pas été élus pour le rapport Attali. Vous regardez ce qui se passe sur le plan local. C'est là où les gens intéressés regardent la politique. Tous les présidents d'agglomération, tous les présidents travaillent avec des gens de l'opposition sur des projets. Et chacun se rassemble au profit d'un développement de territoire. Et les mêmes personnes, vous les ramenez à Paris, et je partage totalement votre point de vue, ils sont en train de vous dire en tête à tête, oui, cette loi, tout compte fait, je pourrais la voter. Mais pour des raisons de discipline et de stratégie politique, je ne la vote pas. Eh bien ça je pense qu'il va falloir qu'on se pose vraiment la question. Les citoyens ne supportent plus ce type de comportement. Où cette loi est bonne, et on a les arguments pour la défendre, et on vote, quel que soit le bord politique, parce qu'il y va de l'intérêt du pays et de la croissance. Moi, cette loi, effectivement, elle s'était beaucoup réduite par rapport à ses ambitions. Mais c'était quand même un signal, une ouverture, une avancée, une direction. Si on n'est pas capable sur des lois structurelles de fond de se mettre d'accord, et si on n'est pas d'accord sur des petites lois, mais ça veut dire qu'on va passer son temps à s'opposer. Monsieur Delevoye, c'est pas une avancée cette loi. Je m'excuse, ça n'est pas. Pour certains, c'est une avancée. Ah, vous, c'est le contraire. Mais moi, je pense que c'est des reculs. On va poser la question à Jean-Louis Goumbaud qui va nous faire un point, parce qu'on a entendu ce soir aux 20h et de France 2 et TF1, le gouvernement qui est monté au créneau, Manuel Valls et Emmanuel Macron, au même moment, qui parlaient d'abord de l'intérêt général en qualifiant cette loi de coup de jeune et de starter pour l'économie. Alors je pense qu'il y a d'abord il y a une image, il y a une présentation libérale et incontestablement ce qui a été fait. Il y a les têtes de chapitre de la loi, il y a une centaine d'articles. Et puis quand on lit cette loi, on s'aperçoit que c'est beaucoup de bruit pour pas grand-chose en réalité. Beaucoup de bruit pour pas grand-chose. Et c'est là où on ne comprend plus d'ailleurs. Alors on peut, si c'est peut-être pas une avancée, mais c'est un petit recul. Et si c'est une avancée, c'est une petite avancée. Donc en réalité, c'est beaucoup. Si vous décomposez les choses réellement, sur la question du travail du dimanche, ça va pas bien loin, compte tenu des garde-fous d'ailleurs qui ont été obtenus dans la discussion. Lorsque vous dites que le maire pourra avoir 12 dimanches par an au lieu de 5, les 5 ne sont même plus obligatoires, et les 12 nécessiteront le fait d'avoir l'agrément de la communauté de communes, et vous allez avoir un paquet de maires dans la communauté de communes qui vont dire « moi je suis pas d'accord parce que les petits commerçants vont aller au créneau ». Lorsque vous dites qu'il n'y aura pas d'ouverture, même sur les zones touristiques, s'il n'y a pas de consensus social là-dessus... L'ouverture de négociation. L'ouverture de négociation. Non, pas d'accord, pas d'ouverture, c'est ça le principe. Or, vu les syndicats tels qu'ils sont représentés dans le commerce, ils vont poser des exigences qui fait qu'en réalité, vous le verrez, il y aura très peu d'ouverture le dimanche en définitive. Par contre, il y a effectivement des choses sur, par exemple, l'assouplissement du droit de licenciement. Incontestablement, là, on va vers une affaire plus libérale, notamment sur les licenciements de moins de 10 salariés. Effectivement, là, c'est un assouplissement du droit de licenciement. Et deuxièmement, ce qui n'est apparaître comme pas de gauche, c'est la baisse de la fiscalité sur la distribution d'actions gratuites pour les cadres. Mais si le reste... Les privatisations. Les privatisations. Quand même, pas petit bémol, parce que ça fait quand même en projection 5 à 10 milliards de privatisations qui sont prévues, et celles qui sont dans la loi... C'était déjà dans le budget. Non, parce que justement, ils ne peuvent pas le voter sans modifier la loi. Oui. Donc, on ouvre l'industrie de l'armement, on vend les aéroports les plus rentables et les plus internationaux, et pendant ce temps-là, on se garde tout ce qui est déficitaire. Madame Lienemann, ça ne vaut pas... Je crois qu'il y a un appel de stratégie politique.
de stratégie politique avant le congrès du Parti socialiste. Mais pas du tout. Alors c'était ma question aussi. Mais pas du tout, arrêtez, ça c'est l'argumentaire. Je m'excuse, au mois d'octobre, nous nous opposons à la loi Macron en donnant tous les arguments que nous donnons aujourd'hui. Au passage, il y avait déjà 19 ordonnances. À gauche, on est contre normalement le gouvernement par ordonnance. Et nous, dès le début au mois d'octobre, au mois d'octobre, nous ne savons même pas si on aura un congrès dans l'année. Je vous rappelle qu'il y a eu toute une bataille politique pour obtenir un congrès. Donc c'est pas une question de congrès, c'est une question de conviction. Vous faites pression sur le gouvernement, mais vous n'allez pas jusqu'au bout. C'est-à-dire que vous ne votez pas pour que ce gouvernement parte. Alors c'est pas possible sous la cinquième. Donc quelle est votre cohérence? La cohérence, c'est qu'on veut infléchir la politique du gouvernement et l'obliger à réorienter de trucs. Qu'est-ce qu'on peut faire pour infléchir ou réorienter? À chaque fois, on ne l'a pas fait sur le budget parce que nous avons toujours expliqué que nous ne voyons pas comme alternative dans le cadre actuel la montée de la droite au pouvoir n'est pas pour nous la solution. Donc nous essayons de faire jouer le rapport de force et la conviction. Le rapport de force par les voix sur les lois importantes comme celle de la loi Macron qui sont pour nous un recul de gauche, la conviction par le congrès du Parti socialiste car c'est quand même le seul parti qui soutient le gouvernement et les militants ont fait toute une série de décisions qu'au fond d'eux-mêmes ils désapprouvent. Je prends l'exemple de l'Europe. Chaque fois qu'on leur a donné la parole, ils étaient pour qu'on demande le moratoire et qu'on ne ratifie pas le TSCG. On l'a encore fait après. Et après, les socialistes doivent... Vous ne voulez pas que la droite arrive et en même temps, il y a une inflexibilité. En tous les cas, c'est le gouvernement suit sa ligne pour le moment. Il vous oppose et on peut changer de gouvernement quand on est président de la République. Et il faut qu'il entende la voix de ceux qui l'ont élu. Et maintenant, quel est l'état de cette majorité? Et on se pose une question, comment François Hollande et son Premier ministre vont pouvoir gouverner 2 ans encore ainsi? Dans la tendance. Moi, je crois, comme vous, que cette loi est un peu instrumentalisée par les uns et par les autres. Pour des jeux qui dépassent totalement la loi, il y a des positions de fond et il y a des positions qui sont des positions de calcul. Et je partage totalement votre point de vue. Il y a des gens qui ne sont pas ils sont même un peu hypocrites. C'est-à-dire qu'ils seraient prêts à voter la loi s'ils n'étaient pas enfermés dans un carcan purement politicien. Donc ça, c'est quelque chose qui commence à m'exaspérer. Et d'ailleurs, si on allait jusqu'au bout, moi, j'avais tenté cette hypothèse à une certaine époque. Normalement, la gauche devrait exploser en 2 partis, renforcer un parti communiste. Il y a des gens de gauche qui pensent vraiment qu'il n'y a pas d'Europe, etc. La droite, communiste ou d'autres personnes. Mais non, mais je veux dire que... à la gauche de la gauche. Oui, mais on voit bien. Non, mais on voit bien. Attendez, Madame Lehmann. Alors qui ne l'est pas? C'est le gouvernement qui n'est pas socialiste. On voit bien qu'entre vous et d'autres socialistes, il y a vraiment des fossés. Donc ça veut dire que si on était jusqu'au bout et si on était en conformité avec une majorité de conviction, la gauche devrait être bipolaire. La droite aussi. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'à un jeu de la présidentielle, on se retrouve enfermé dans un bloc d'alliance dans lequel on se sent un peu à l'étroit. Et là, les citoyens finissent par commencer ça devient insupportable. Ça veut dire qu'à un moment donné, il va falloir réfléchir si on n'est pas capable, par intelligence, de transcender les frontières politiques et sur un certain nombre de sujets. Parce que le quinquennat... Attendez, vous me permettez, je termine. C'est ma thèse depuis toujours. Parce qu'avec le quinquennat, qu'est-ce qui se passe? On a un génie français. Dès qu'on a le pouvoir, on détricote ce que l'autre a fait par opposition, même si l'autre a fait des choses intelligentes. Et là, on est en train de rajouter une instabilité à une instabilité. Comment on va bâtir demain un débat politique stable sur la fiscalité dont la France a besoin dans les 15 ans qui viennent? Si on n'a pas des chantiers républicains, je ne parle pas d'Union nationale, je ne parle pas du MPS, je parle de chantiers républicains où la droite, la gauche, les salariés et les patrons puissent peut-être baser les principes sur lesquels on doit financer nos politiques de solidarité, la Sécu, nos politiques d'attractivité du capital par des impôts adaptés. Voilà, ces questions sont là, à force de se bloquer. La France est en train de perdre du retard. Et Jean-Paul Delevoye, on a envie de vous entendre, on a envie que vous soyez entendu. Mais Étienne Gernel, est-ce que le discours de Jean-Paul Delevoye, qu'il porte d'ailleurs, Marie-Noëlle Lienemann l'a rappelé depuis longtemps, est-ce qu'il est entendu aujourd'hui dans cette classe politique? C'est extrêmement difficile. Et ce débat sur le Macron montre à quel point il est difficile de réformer la France. Pourquoi? Parce que la réforme ne peut avoir lieu que si à un moment donné, il y a des points d'entente entre... Ils ont une droite libérale et une gauche libérale, et c'est pas possible autrement. Parce que les forces autour sont quand même... Il y a une majorité de Français sur ça. Mais ça, je suis pas tout à fait d'accord, mais en tout cas, la question se pose, et ce qui serait très difficile, c'est que autour de ça,
il y a une majorité circulaire en fait de gens qui sont opposés à toute réforme. On voit les écolos, la gauche du PS, le Mélenchon et les communistes, et puis je suis désolé, Marine Le Pen, dont vous partagez beaucoup de choses sur le programme économique. Enfin, certainement pas. C'est un fait. Il suffit de regarder une partie des idées de la gauche. Alors je sais pas qui, je sais pas qui a pompé qui. Le fait est qu'il y a une communauté de pensée pas du tout dans la même logique sur l'économie, et tous ces gens-là qui refusent toute réforme, évidemment, c'est difficile. Ça rend impossible une réforme s'il n'y a pas à un moment donné un petit peu de maturité politique entre la gauche, la droite et le centre pour faire avancer les choses. Mais apparemment, c'est pas bien parti. Oui, pardon. On est mal barré, comme on dit. Parce qu'en fin de compte, il y a d'autres lois qui vont arriver, qui vont être importantes. Je parle par exemple de la loi sur la modernisation du dialogue social. Qu'est-ce qui va se passer sur cette modernisation C'est beaucoup plus important que la loi Macron. Bien sûr. Et voilà, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que c'est une petite chose par rapport à ce qui va se passer, notamment sur les sièges sociaux, etc. Et puis la loi santé, qui va venir également derrière. Et donc, voyez un peu l'ambiance politique d'aujourd'hui sur ces deux choses. Et je voudrais rappeler une anecdote simple. Monsieur Mariton avait dit qu'il voterait cette loi. Rappelez-vous 2008. En 2008, la loi transport. Il a présenté un amendement sur le transport en autocar. Le gouvernement de monsieur Sarkozy lui a dit va te faire voir parce qu'on ne veut pas faire ce transport par autocar. Et oui, d'accord, il avait raison. Mais aujourd'hui, la gauche dit, tiens, on va faire le transport par autocar. Et donc, je comprends M. Mariton qui dit, en fin de compte, moi... Voilà où on en est arrivé. C'est que la gauche n'assume pas qu'elle est de gauche et on est dans la logique de Tina. Il n'y a pas d'autre politique possible. Et qui devient une espèce d'ersatz. Si, on a une, mais elle est catastrophe. Comme il n'y a pas d'autre politique possible d'après toutes les establishments divers et variés, eh ben on essaie de disqualifier. Or, moi, je pars du principe qu'on a présenté des choses qui n'étaient pas une alternative globale, mais qui étaient un changement, comme on disait, un changement qui réorientait toute une série de fondamentaux de la société française. Expliquez-nous pourquoi aujourd'hui, pourquoi les lois de finances et les projets de loi de finances rectificatifs, les calculatrices s'échauffaient, les frondeurs montraient leurs muscles, l'exécutif avait des sueurs froides, mais c'est passé. Pourquoi tout s'est cristallisé autour de cette loi? Parce que quand vous votez contre la loi de finances, vous mettez en cause l'existence même de la majorité en tant que telle. Quand vous votez une loi qui n'est pas aussi secondaire, parce que pourquoi les calculs alors parfois? Mais pas du tout. Mais le CICE, c'est parce que vous cette loi. Voté. Mais attendez, parce que c'est une succession de. On a déjà voté contre l'ANI. Pour une partie d'entre nous. Parce qu'il y avait déjà des reculs sur les droits sociaux qui étaient garantis au motif qu'on allait... Mais là, les syndicats avaient signé ric-rac. Donc, on nous a dit, là, vous ne pouvez pas faire les difficiles. J'ai quand même voté contre parce que je pense que le politique, in fine, porte l'intérêt général. Mais quand on veut faire passer la pilule où 0 syndicat est pour, 0 syndicats sont pour le travail du dimanche. Même la CGPME est contre. Et on nous prétend que l'intérêt général est tenu par un petit noyau de gens qui défendent essentiellement la grande surface et encore pas les coopératives de commerçants. Permettez-moi de vous dire qu'il y a quand même un petit problème quant à la vision de l'intérêt général. De la question, je la repose, Étienne Vernel. Oui, allez-y. Ça représente 4% de salariés du privé. C'est zéro. Ils ne Mais bien représentent sûr, plus personne. Et vous représentez les syndicats patronaux non plus d'ailleurs. Parce que si vous voilà, regardez la réalité, le dialogue social aujourd'hui en France, il est aussi pauvre. C'est parce qu'on a des syndicats patronaux et syndicaux qui ne représentent personne. C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est des chiffres. Je voudrais vous lire aussi quelques réactions. Marine Lindemann et Étienne Vernel qui arrivent à l'instant, donc des internautes. Aurélien qui nous dit, mais pourquoi les frondeurs ne quittent pas le PS pour rejoindre le front de gauche ou autre? Et Jean-Marc Clonet qui nous dit, mais ça promet pour les 2 ans qui viennent. Le Parti socialiste, on n'est pas minoritaire. Eh ben, on n'est pas minoritaire, on va faire voter nos militants. On a un congrès, on se bat, on a fait 30% au dernier congrès. Au nom de quoi on devrait renoncer de socialisme? Je pense quand même qu'il faudra arriver, quand je disais que c'est l'heure de vérité, il faudra quand même arriver à la clarification. On ne peut pas être dedans et dehors. Et l'opinion, quand on les interroge, les gens disent quand les gens de droite sont dans l'opposition, ils s'opposent, et quand ils sont au pouvoir, ils font des choses pour lesquelles ils étaient opposés. Les gens ne finissent par ne plus rien comprendre. L'exemple que vous évoquez de M. Mariton, c'est ça. Il dépose un amendement, il est pour, mais quand il est dans l'opposition, lui, il est pour, mais son camp... mais son camp est contre. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, tout le monde, le rideau d'hypocrisie est déchiré.
l'euro est nu et tout le monde voit ce jeu politicien dans lequel les gens y jouent par posture, par stratégie. Quelques-uns, attendez, quelques-uns par conviction. Oui, et vous en faites partie. Et vous en faites partie. Mais dans ce cas-là, je crois que tant à droite qu'à gauche, quand on a des convictions et qu'on n'est pas d'accord, eh bien, il va falloir se séparer et sortir d'une majorité. Non, 30 secondes. Je vais vous dire une chose. Qu'est-ce qui fait qu'il y a une crise politique? C'est que pour la première fois dans l'histoire de la Ve République, on a une majorité qui n'est fait qu'un seul parti, plus nos amis du PRG, j'en conviens. Qu'on n'a pas rassemblé l'ensemble des forces qui ont fait votre élection présidentielle. Premier point. Deuxième point, vous choisissez dans ce parti, dans les leaders de ce parti, celui qui n'a fait que 5% quand on a eu un vote sur ses orientations. Et moi, je reconnais 5%, toujours... vous parlez de Manuel Valls? Oui, je reconnais à Manuel Valls. Il n'est pas représentatif aujourd'hui de la réalité profonde du Parti socialiste. Et de la réalité du pays. Et de la réalité du pays. Les pays non plus, parce que moi, je vais vous dire une chose, je pense que la réalité du pays, elle est plus stratifiée politiquement qu'on ne le croit. Et que c'est pas parce qu'il y a un mouvement d'opinion... Regardez le sondage sur la loi Macron. Le sondage, je vais vous donner un exemple. Le sondage pour la Constitution européenne. Non, 3 mois avant le vote sur la Constitution européenne. Les citoyens sont plus intéressés aux réformes que vous le dites. étaient pour. 3 mois après, ils votent majoritairement contre. Je peux vous dire que les citoyens sont plus en avance que ne l'est la classe politique aujourd'hui. Eh bien, bien sûr. Et qui sont prêts à faire des tas de réformes. Et que je m'aperçois... J'étais cet après-midi aussi. Sur l'évasion fiscale, j'ai fait des propositions. En train d'auditionner l'éducation nationale et des représentants disaient pour réformer l'éducation nationale, c'est sur le terrain que ça va se passer. Je suis d'accord. Sur le terrain, les politiques sont assez intelligents. À Paris, je m'interroge. Sur l'éducation nationale, alors regardez, on va marquer une petite pause parce qu'on va regarder justement ce sujet. Vous avez parlé tout à l'heure des deux gauches. On a souvent parlé de cette question des deux gauches. On voit en tout cas clairement cette fois-ci qu'une partie de la majorité, Marie-Noëlle Lienemann, ne suit pas le gouvernement. Vous dites pour des questions de conviction sur un texte qui a été présenté comme majeur quand même pour ce quinquennat. On va voir les détails avec Mounir Soussi. On en parle juste après. Regardez. Les premiers signaux d'alerte avaient retenti à partir de la nomination de Manuel Valls à Matignon, synonyme de la validation du virage social-libéral de François Hollande. Dès le vote de confiance, des voix s'étaient élevées à gauche pour critiquer l'orientation du gouvernement, les prémices d'une opposition qui s'est installée dans la durée. Il arrivera un jour où le gouvernement, confronté à des problèmes dans sa majorité, confronté à l'absence de résultats de sa politique sur le plan de la croissance, de l'emploi et du déficit, devra quand même se poser la question de savoir quel sens ça a de continuer dans une direction qui est minoritaire et qui n'a pas de résultats. Les motifs de discorde sont nombreux entre le noyau dur des 40 frondeurs et le gouvernement. Pacte de responsabilité, loi de finances, la gauche s'est déchirée en interne ces derniers mois. La direction du PS a même accusé les frondeurs d'abîmer la majorité. Je dirais que ce n'est pas bon ni pour eux, ni pour le Parti socialiste, ni même pour ceux qu'on appelle les frondeurs. C'est une attitude qui est pour moi déplorable. Aujourd'hui, dès l'annonce du recours au 49.3, des députés PS reprochaient aux frondeurs de ne pas jouer collectif. C'est désespérant d'en arriver là quand on est un groupe majoritaire. C'est désespérant qu'il y en ait qui ne sentent pas ce que c'est qu'un gouvernement, qu'il faut être derrière et qu'il y a des moments où on se serre les coudes, sinon on meurt tous. Poussé dans ses retranchements, le gouvernement a utilisé un outil dont il ne peut se servir qu'une fois, une situation qui devrait l'inciter à trouver un terrain d'entente avec la partie turbulente de sa majorité pour éviter une nouvelle crise. La fille de la Corrèze. Et on poursuit notre débat. Jean-Luc Gombault, j'ai envie qu'on sorte un petit peu de nos frontières et vous poser la question, selon vous, comment les autres pays, s'ils regardent ce soir ce qui se passe en France, que pensent-ils? Quand on demande par exemple à la Grèce, à l'Espagne de faire des réformes et des réformes douloureuses, que pensent-ils quand nous sommes bloqués sur une loi dont vous jugez qu'elle est finalement à minima? Oui. Alors, vous parlez de l'Espagne et de la Grèce. Alors, l'Espagne, des réformes, elle en a fait beaucoup, et la Grèce, évidemment. Mais les réformes auxquelles la Grèce est appelée sont incroyablement plus importantes. Il faut tout remettre la Grèce à plat, en quelque sorte. Donc, la loi Macron, par rapport à ça, elle pèse 1 gramme par rapport à 10 tonnes, je veux dire. Donc, effectivement. Quant aux autres pays, évidemment, M. Delevoye en a dit un mot tout à l'heure, ils doivent être assez, effectivement, qu'on soit pour ou qu'on soit contre la loi Macron, ils doivent être quand même assez surpris de voir le débat passionné que ça prend par rapport aux réformes que eux, je pense par exemple à l'Allemagne par exemple, qu'ils ont pu engager de manière structurelle. Et encore une fois, je veux dire, c'est la disproportionnalité qui apparaît comme proprement extraordinaire. Et c'est pour ça qu'on revient quand même
au calcul politicien. Parce que quelle est la question? C'est qu'aujourd'hui, le Parti socialiste est en perte de vitesse et son problème, pour parler de manière en langage parlé, c'est de sauver sa peau. Et donc, je comprends qu'à l'intérieur, il y ait des dissensions considérables parce que la survie à court terme, ou en tout cas l'importance à court terme du Parti socialiste est effectivement posée. Et donc il y a des gens qui disent on ne veut pas couler avec vous. Et donc c'est ça l'enjeu, le véritable enjeu du problème, plus que la réforme. Et donc ça, vu de l'extérieur, ça paraît comme proprement extravagant. Donc effectivement, comment peut-on mettre en avant son problème de parti, ce que l'on peut comprendre quand même, par rapport aux réformes qu'il faut engager. Et voilà pourquoi Manuel Valls, Étienne Jarnel, en appelle à l'intérêt général. Vous dites, il n'a pas le monopole, mais lui, il dit il faut des réformes. Moi, je préfère les mener. Ça, on a entendu ça tous les présidents nous disent il faut réformer, réformer, réformer. Mais dans quel sens? Dans quelle perspective? Dans quelle perspective? Dans quel but? Avec quelle efficacité? Moi, des réformes, je vais en suggérer. Une grande réforme fiscale qu'on avait annoncée pour avoir un grand impôt progressif qui structure notre fiscalité. Pourquoi on ne le fait pas? Deuxièmement, l'évasion fiscale, le verrou de Bercy, le fait que nous avons les autorisations bancaires, on ne prend pas de mesures. Selon vous, dans la mauvaise direction. Mais voilà, il y a d'autres. Non, mais ce que je veux dire, il y a d'autres réformes possibles. Par exemple, moderniser l'industrie. On a aujourd'hui des tas de cadeaux fiscaux qui vont à la grande distribution qui n'en a pas besoin, et nous avons refusé des amendements pour moderniser l'outil de production. Jean-Paul Delevoye, quand on écoute Marie-Noëlle Lienemann et d'autres, on se dit que le gouvernement avait, il y a encore peu, un atout dans sa manche depuis le mois de janvier. Et cet atout, il résidait dans le climat politique général de ce début d'année. C'est ce qu'on a appelé l'état d'esprit ou l'esprit du 11 janvier. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, il est définitivement brisé? On pensait qu'il pouvait y avoir ce consensus qui pouvait perdurer. Non, c'était pas de même nature. Mais bien sûr. C'était pas de même nature. C'est-à-dire que c'est d'abord, c'était une dimension mondiale où l'ensemble des peuples de la planète ont compris qu'il fallait absolument faire en sorte que ils avaient compris qu'à chaque fois qu'on recule sur la liberté d'expression, on laisse avancer le pas d'un dictateur. Et qu'en réalité, la liberté d'expression, c'est le pied dans la porte que l'on empêche de se refermer sur nous présents de demain. Et donc je crois qu'il y avait une conscience mondiale là-dessus. Et d'ailleurs, même les assassins ont avoué leur faiblesse parce que, en ciblant Charlie Hebdo, en fait, compte, ils étaient en train de montrer au monde entier qu'ils étaient touchés par les caricatures, touchés par les dessins, touchés par les mots. Et c'est vrai qu'au tribunal de l'histoire, la force des mots l'a toujours emporté sur la force des armes. Et ce rassemblement, je vous rappelle, a été spontané. Vous avez raison. Pas du tout encadré par les partis politiques, pas encadré par les syndicats. Le gouvernement, quand même, parlait d'une période... Le gouvernement et l'opposition estimaient qu'il fallait à ce moment-là un moment de gravité, un moment de communion, et un moment, si vous voulez, il y avait un respect pour ces victimes qui étaient devenues des martyrs. Et la France, c'est pas une nation, c'est une idée. Et s'il y a une résonance mondiale, c'est parce que la France est le pays des idées, c'est le pays de la lumière, c'est le pays du débat, c'est le pays de la pensée. Et je crois qu'il y avait un moment de grande communion mondiale. Mais ça n'était pas du tout une volonté de dire « Ah ben, il faut arrêter le débat politique ». Au contraire, si on est pour la pensée, on est pour le débat. Si on est pour le débat, on est pour la contradiction. Et le débat Mais à un moment donné, on s'aperçoit que je partage totalement votre point de vue. Nos frontières politiques qui sont basées uniquement sur des stratégies de pouvoir et non pas des stratégies de conviction, eh bien, il faut qu'à un moment donné, ça éclate. Il faut que les seuls qui pensent que c'est avec Mme Le Pen qu'ils doivent s'allier à droite, qu'ils y aillent. Ceux qui, à gauche, pensent que c'est le rejet de l'Europe, qu'ils y aillent. Mais qu'on arrête de nous tirailler en permanence. Oui, mais je veux dire, mais qu'on arrête de faire une question. Et si vous pouvez me répondre chacun brièvement, selon vous, est-ce que justement cette journée, avec ce recours au 49-3 et ce passage en force, marque un tournant dans le quinquennat avec une majorité différente et puis des rapports différents entre justement l'exécutif et sa majorité? Peut-être que ça va rendre François Hollande un peu plus courageux. Jusqu'à présent, il était très courageux, vif et décisif à l'étranger. On se souvient au Mali, capable de prendre des décisions très vite et de manière très courageuse. Il a été également très bon, je pense, pendant la période du 11 janvier. Il a été très mauvais sur l'économie. Là, peut-être qu'il va avoir une espèce de... Jusqu'à présent, disons qu'il avait du courage face à Daesh et aucun courage face à Martine Aubry. Ça va peut-être changer un peu. Jean-Luc Gombault, en un mot. On va passer à l'esprit du 17 février, en réalité. Exactement. C'est peut-être le tournant. J'espère que ce sera pour François Hollande l'occasion de se rendre compte qu'il est temps de réorienter sa politique et de retrouver ce qu'il a dit aux Français. Soyez patient. Jean-Paul Delevoye, la conclusion. Hier, il y avait un très beau reportage sur une de vos chaînes sur le général de Gaulle.
et qui était complètement rejeté par les élites et totalement appuyé par le peuple. Je crois qu'aujourd'hui, le gouvernement a raison d'aller jusqu'au bout parce qu'il peut avoir un soutien populaire qui compensera peut-être l'absence de soutien de ses amis politiques. Nous verrons ce qu'il en sera. Merci beaucoup, merci pour ce débat. On arrive à la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain pour le club d'éditorialistes du 22h avec toujours grand plaisir. Belle et douce nuit à vous.